Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tu vas entendre parler du débrief à froid du match de l'équipe de France masculine qui a piteusement perdu son deuxième match du tournoi olympique qui a lieu à Paris en ce moment même dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. On avait beaucoup d'espoir avant la compétition concernant cette équipe de France. D'ailleurs, je t'invite à voir la preview que j'ai faite il y a quelques jours avant que le tournoi ne commence. J'étais plein d'espoir, plein d'encouragement, plein de belles choses pour cette équipe de France. Mais quelques jours après déjà la grosse déconvenue contre l'équipe du Danemark, et là pour le coup on pouvait se dire que bon, le Danemark, ils ont la gap derrière, la gap c'est-à-dire la base arrière, Gitzel, Arnodsen et Putlik qui nous ont bien pilonnés. Donc on avait quand même bon espoir qu'on allait tirer des leçons et avancer pour le match de la Norvège. Et ben justement on a été très déçus par contre pour le match de la Norvège, et quand je regarde un petit peu les réseaux, les articles, la presse spécialisée en handball, et ben je constate que beaucoup de monde a été très déçu de la rencontre d'hier soir. Je te rappelle la défaite de l'équipe de France qui s'est inclinée sur le score de 27-22 contre la Norvège. Dans cette vidéo, on va revenir donc sous plusieurs aspects. D'abord, on va revenir dans le détail les analytics, parce que hier dans le débrief à chaud, c'était impossible d'aller dans l'analyse, dans quelque chose comme ça, tellement on était dégoûté. Là, on a le temps d'aller un petit peu plus dans l'analyse aujourd'hui, et surtout, on va aller se diriger vers des explications, ce qu'il faut faire concrètement, ce qu'il faudrait faire pour que l'équipe aille dans une autre direction, aille beaucoup mieux et reprenne le chemin de la victoire et reprenne déjà du plaisir à jouer au hand, du plaisir à jouer ensemble. Alors si on regarde, on s'attarde un petit peu sur l'analyse et les statistiques et les chiffres de cette rencontre. Donc la France s'est inclinée sur le score de 27-22 contre la Norvège. À la mi-temps, il y avait 16-11 pour la Norvège. C'était déjà, déjà un score à la mi-temps. La première mi-temps était cataclysmique, sauf les dernières minutes de la première période où on a senti un certain regain. On pensait peut-être qu'on allait entamer une remontada. Mais pour ce faire, en fait, quand on regarde les analyses à grande échelle, du côté de l'équipe de France, le meilleur scoreur, c'est Dikamem. La prestation a été, le ressenti, c'est qu'il n'y avait pas de courant de lien collectif. On va détailler cette affaire-là là-dessus. Dikamem a mis 10 buts sur 12 tentatives. Le deuxième meilleur buteur de l'équipe. Ludovic Fabregas, 3 buts sur 6. Il a beaucoup touché les poteaux aussi. Et Yanis Len, 2 sur 3. Également, la performance de Vincent Gérard, c'était donc le seul gardien qui a été utilisé pendant l'ensemble de la rencontre. 10 arrêts effectués sur 37 tentatives des Norvégiens, soit 27% de réussite seulement. Et du côté norvégien, le meilleur marqueur, c'est Alex Blons qui a marqué 7 buts sur 7 tentatives, 100% de réussite pour lui. Grosse performance aussi de Simen Lise, 5 sur 8, et également Tobias Brundal qui a scoré à 5 sur 9. Sagosen n'a marqué que 2 fois pendant cette rencontre, et Christian Severas, le gardien norvégien qui a officié pendant toute la rencontre, 11 sur 32, soit 34% d'arrêts effectués au cours de la rencontre. Maintenant, on va rentrer maintenant dans le gros détail, à savoir la question qui survient après cette rencontre au sein de l'équipe de France. Qui dirige le jeu? Qui est le maître à bord? C'est supposé être Nedim Remili qui, dans les 14 joueurs de la liste, est supposé être celui qui est proclamé demi-centre. Et quand on regarde sa ligne statistique, il n'a marqué qu'une fois sur 6 tentatives, et surtout 0 sur 3 à 9 mètres. Aussi également, ce qu'on constate, c'est énormément de ballons perdus, encore du côté d'Nedim Remili. Et beaucoup de gens lui tombent dessus parce que, forcément, et même moi aussi en premier lieu, parce que ce que je constate, c'est que Nedim Remili a beaucoup de ballons perdus lorsqu'on attend qu'un demi-centre en fait sécurise le jeu. Il voit le jeu, et dans l'effectif il n'y en a pas. Il n'y a pas de joueur capable de pouvoir donner la direction à suivre, gérer le tempo, prendre la création justement des tirs, la création également du système de jeu qui est nécessaire compte tenu de ce que l'équipe en face est en train d'apporter. En fait, en gros, c'est pas bon du tout. C'est pas ça. Ça ne tient pas la route. Et on a définitivement aucune possibilité de pouvoir renverser la vapeur si on a une équipe qui n'est pas capable justement de faire le nécessaire pour faire notamment le système de jeu qui est adéquat. Qu'est-ce que ça donne? Beaucoup d'individualité. Dit quand même, s'il marque 10 buts, c'est des tentatives, à chaque fois il prend en 1 contre 1, en percussion, on fait que ça. Pareil aussi, les rares buts d'Elohim Prandi, c'est exactement comme ça.
il n'y a pas eu de mouvement sur les ailes, pas de gestion, on fait des Yago un petit peu bateau, mais c'est pas tout à fait dans le rythme. Les inductions sont très approximatives, bref, pas de jeu collectif, c'est ce qu'on constate. Donc beaucoup d'individualisme et le jeu au pivot justement est beaucoup trop prévisible. Ce qui avait marché pendant le championnat d'Europe ne marche plus du tout aujourd'hui parce que les équipes ont compris comment on marchait, comment ça fonctionnait. Donc maintenant la relation avec Ludovic Fabregas est complètement coupée, il est livré à lui-même, même si c'est Ludovic Fabregas, même si c'est un des meilleurs pivots, si c'est pas le meilleur pivot de la planète, à discuter avec Søgstrup du côté du Danemark aussi, il y a d'autres pivots qui sont assez forts, mais n'en demeure pas moins que Ludovic Fabregas, il est complètement livré à lui-même parce que le jeu ne tourne pas vers lui. Et ce qui était un véritable coup tactique pendant le championnat d'Europe, eh ben en fait, ça devait rester un coup. Il y avait quand même au championnat d'Europe un demi-centre de remplacement pour revenir poser le ballon, revenir poser des systèmes et remettre tout le monde dans le bon rôle au bon endroit. Ce que savait très bien faire Quentin Mahé quand il était là. Là, il n'est plus là, on ne sait pas trop pourquoi, mais quand j'entends la déclaration de Dicamem dire que, notamment si je me remets de tête, qu'il y a un problème de connexion entre les joueurs et qu'il y a eu des pépins au sein de la préparation. On ne sait pas si c'est forcément des pépins physiques, peut-être des pépins, je pense tout simplement de compatibilité et de projet de jeu proposé par Guillaume Gilles et les joueurs ne se retrouvent pas forcément dedans. Ce qui fait que là, quand on regarde les deux matchs, l'effectif est bancal. Il nous manque un demi-centre et aussi je constate en défense que Karl Conan n'apporte pas de plus-value. Karl Conan n'est pas un mauvais défenseur dans l'absolu, sauf que là, il est venu en tant que défenseur exclusif et il n'apporte rien en attaque. Forcément, c'est pas son rôle, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais là, vu la config, c'est un petit peu Guillaume Gilles essaie de faire du copier-coller de Didier Dinard à l'époque de Claude Onesta avec un défenseur exclusif, mais Didier Dinard apportait infiniment plus de valeur que Karl Conan en apporte aujourd'hui. Là, clairement, à mon sens, hein, là c'est mon opinion, il faut faire un changement dans l'effectif. Guillaume Gilles doit prendre les décisions qui s'imposent. Et surtout que quand on regarde un petit peu les réactions globalement du monde du handball, j'entends beaucoup de paroles très très dures envers Guillaume Gilles. Moi-même, je serai assez sévère en disant que là, il faut prendre les bonnes décisions. Et puis aussi, même si là, au niveau de la gestion des temps morts et comment ça se passe, là, il est clair que Guillaume Gilles parle, il dit les choses, mais seulement, il ne dit rien de pertinent, en fait. Il n'y a rien de pertinent dans la façon dont il propose aux gars de se remettre en selle lorsque l'équipe est menée de loin. Là, on n'est pas du tout dans le ton des Jeux Olympiques. Ça ne fonctionne pas. Et donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il convient de faire, à mon sens aussi, il y a beaucoup trop de gauchers dans l'équipe. Il y a un gaucher en trop. Et s'il y a un remplacement à faire, alors bien sûr, la condition pour qu'il y ait remplacement, il faut qu'il y ait un des joueurs qui soit blessé. Après, les blessures diplomatiques, ça existe, hein, tu vois, voilà. Mais il n'en demeure pas moins que, dans l'absolu, Guillaume Gilles a la possibilité de faire un move, de faire un véritable remplacement. Et à mon sens, il y a soit il y a un gaucher en trop, ou soit le rôle de Karl Conan n'apporte pas assez dans cette équipe. Et donc, il faut le remplacer par un des joueurs qui se trouve sur le côté. Et il est évident que Aymeric Min se fait appeler dans tous les sens. Mais là encore, si on appelle Aymeric Min, il faut bien pondérer les choses. Si Aymeric Min vient, il ne va pas être le sauveur de la nation. Aymeric Min, voilà, surtout que là, quand il a constaté qu'on ne lui a pas fait confiance en tant que titulaire, comment il sera, dans quelle disposition d'esprit il va être. J'espère qu'il va être professionnel, qu'il va être carré, qu'il va pouvoir faire des choses. Et là encore, en supposant que Guillaume Gilles l'appelle pour venir rééquilibrer l'équipe. Donc voilà, là pareil, donc à la place de qui, pour moi ce serait soit Karl Conan, soit un des gauchers, parce qu'il y a un gaucher en trop. Et là pareil, c'est quel gaucher qu'on enlève? Melvin Richardson n'a pas été ouf. Dicamem, c'est lui qui met 10 buts lors de la dernière rencontre, c'est pas lui qu'on va enlever, c'est clair que non. Et le gaucher qu'on pourra enlever, ce serait donc Nedim Remili, sachant qu'il est complètement à la cave. Si tu le sors de l'équipe, là, si tu le sors des titulaires, je pense que tu le perds pour le reste du tournoi. Connaissons son mental. Après, bien sûr, dans le handball, on n'est pas des peureuses, hein, mais n'en demeure pas moins que, voilà, ça compte quand même, ça joue effectivement. Et là, il faut absolument réajuster les choses. C'est évident, il faut faire quelque chose, il faut faire un mouvement. Si Guillaume Gilles ne fait rien contre l'Égypte lors du prochain match, là, je ne promets absolument rien. Je ne promets absolument rien parce qu'en face, l'Égypte, ils nous connaissent, même si l'Égypte ne nous a jamais battus en match officiel, que ce soit aux Jeux Olympiques ou Championnat du Monde, l'Égypte ne nous a jamais battus. Mais là, même si l'Égypte aussi, pareil, a fait une belle remontée contre le Danemark lors du dernier match,
là pour le coup le momentum il est de leur côté, il n'est pas du nôtre. Nous on est au fond du seau, on est à la cave, on organise les jeux à la maison, chez nous, et on se fait démanteler, on se fait démontrer par la Norvège et par le Danemark, c'est pas normal. Et donc forcément, si ça marche pas, il faut changer, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça, de cette manière-là. Donc, retrouver du plaisir, retrouver la joie de jouer, retrouver les connexions, retrouver ce qui fait que cette équipe de France en est là où elle en est aujourd'hui, retrouver des fondamentaux au niveau du jeu, que chacun revienne à sa place, et après on procède à une redistribution des rôles en fonction des combinaisons qu'on va trouver si un demi-centre digne de ce nom commence à s'implanter dans le jeu. Nikola Karabatic, je ne peux pas lui en vouloir. On est en train de dire voilà que ouais c'est son jubilé, tout ça machin. On l'a vu dans le match d'hier contre la Norvège, il n'a pas du tout été influent, il a subi les choses lui-même. Je sens qu'il n'a plus les cannes, il a la volonté de faire un truc, mais il n'a plus les cannes pour pouvoir, en tout cas, mettre de son empreinte. Il sert de mentor à Elohim Prandi, mais là, les conditions sont difficiles. Il a été le mentor d'Elohim Prandi pendant l'Euro, notamment pendant le championnat du monde auparavant. Là, les Jeux Olympiques, c'est difficile de lui attribuer quoi que ce soit. Forcément, il paraît vieux, tout de suite on tombe sur lui. Ce serait vraiment dommage qu'il foire sa sortie aux Jeux Olympiques à la maison, ce serait tellement dommage. Il a encore temps de rectifier les choses, il reste 3 matchs dans cette phase préliminaire. Le prochain match contre l'Égypte, il va falloir faire les ajustements qu'il faut si on ne veut pas sortir la queue entre les jambes au niveau de l'équipe de France masculine. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je regarde mes petites notes et je constate que voilà, je pense que j'ai dit l'ensemble de ce qu'il fallait dire. Là, le vent s'est levé d'un seul coup, là on sent que l'orage arrive. J'espère que tu auras pu entendre l'ensemble des choses que je pouvais dire aujourd'hui. L'équipe de France féminine joue ce soir. 2 changements ont été proférés dans la liste des titulaires. 2 blessés, à savoir Katadou Sako est blessé dans les buts. Cléopâtre Darleux va rentrer en jeu. Et également blessure de Méline Nokandi qui s'est fait mal en marquant contre les Pays-Bas l'autre jour. Et c'est donc Grace Zahadi qui va prendre sa place. Commente, like, partage cette vidéo si toutefois elle t'a apporté de la valeur. Et si tes potes en valeur sont d'accord ou pas d'accord, ils peuvent laisser des messages en commentaire. Ça me fera plaisir de lire et de pouvoir y répondre. Et au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo, la vidéo HO de l'équipe de France féminine. A tout à l'heure.